Bonjour chers amis, voilà, je fais une vidéo un peu d'un genre particulier, enfin, c'est toujours sur la continuité de l'histoire des rois de notre pays, hein, n'est-ce pas, ça vous l'aurez compris, mais je change de mode de caméra, non pas qu'elle n'est pas branchée sur ordinateur, j'arrive même pas à la mettre en connexion avec l'ordinateur, par conséquent je fais une vidéo comme ça, à main levée, avec ma caméra, en partageant dans un instant mon écran. J'espère que vous verrez suffisamment en tout cas le contenu. C'est ce que j'espère. En tout cas, bonjour à vous. J'espère que ça va bien. Moi ici, tout va bien. Tout se passe très bien, merveilleusement bien même d'ailleurs. Une très bonne matinée, sans nuages pour une fois. Enfin bon, il faisait nuit, hein, je suis sorti. Il y avait des étoiles plein le ciel. Super, c'est super génial. Je peux vous dire que ça fait plaisir. Voilà. Bon, je vais vous partager mon écran. On va parler du roi aujourd'hui, Dagobert Ier. Alors, ouais, je crois que ça va pas aller. J'ai l'impression. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que ce soit. Alors, je sais pas comment ça se passe, si ça marche bien ou pas. Je vérifierai tout à l'heure, sinon je mettrai la vidéo en l'air. Bon, mais qu'est-ce qui se passe, ces chiffres encore là? Voilà. Bon, écoutez, on va faire un petit peu un parcours sur son règne. Alors, j'essaie de vous présenter une image assez centrée sur l'écran, assez proche, pas trop proche non plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, déjà, j'enlèverai mes lunettes, je verrai peut-être un petit peu mieux, même si j'arrive pas trop à lire. Alors, roi des Francs, donc... ah oui, oui, enfin, je commence. 18 octobre 629, 19 janvier 639, 9 ans, 3 mois et 1 jour. Prédécesseur Clotaire II, on l'a vu, hein, Caribert le succès... non, Caribert c'était un prédécesseur aussi. Successeur Sigebert III, Clovis II, pardon, excusez-moi, hein, Austrasie, Neustrie, bon pour les deux, et Bourgogne, pour ce qui est de Clovis III. Je crois bien que c'est ça. Bon. Alors, dynastie, ben évidemment, c'est toujours la même, hein, on va pas le répéter. Hein. Date de naissance en 600 à peu près. Hein. Date de décès 19 janvier 639. Oh, il n'a pas vécu très vieux à lui. Sépulture Basilique Saint-Denis, donc père Clotaire II et mère Bertrude. Oh pétard, dès que j'allume l'ordinateur, je tousse. À croire qu'ils envoient des trucs bizarres. Alors, mère Bertrude, je l'ai dit, fratrie Emma, donc demi-sœur, ennemi. Oh, jolie statue, hein, regardez. C'est d'ailleurs ennemi, on va prendre sa statue. Oh, bah décidément. Ah oui, très jolie statue, elle devait être très belle, hein, pour qu'elle soit à ce niveau-là, sculptée de cette façon. Décidément, je suis gêné partout. C'est un petit bureau ridicule d'une grande surface. Je préfère taire le nom parce que ils sont répugnants. Alors, on a dit ennemi, Caribert II, demi-frère, décidément. Conjoint Gomatrude, 626-629, Ragnétude, concubine, ah oui, déjà. Nantilde, Mulfégonde, pardon, excusez-moi, hein, et Béchilide, non, Berthilde, pardon, Berthilde ou Berchilde, bon, Berthilde, on va garder ce nom. On va pas se compliquer la vie, hein, chers amis. Alors, enfant, avec décidément, avec Ragnétrude, Sigebert III, bon d'accord. Avec Nantilde, Clovis II, donc, et Clichy. Ah, tiens. Ben voilà. Ah non, résidence Clichy, pardon, excusez-moi. Un enfant qui s'appelle Clichy. Oh, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Voilà, c'est tout pour comment dire, son règne, son parcours, quoi, on va dire. Voilà, alors on revient un petit peu sur l'écran. Alors, Dagobert, en latin, bon, on s'en passe. Hein. Alors, chers amis, j'ai oublié de vous dire, oui, évidemment, pour les nouveaux surtout, hein, mais même pour les anciens, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à la commenter, à faire des commentaires sur cette vidéo ou sur d'autres vidéos. Hein. J'en ai plus de 200 sur la chaîne.
Vous allez sur l'une des vidéos dont je mettrai peut-être un lien, je ne sais pas, suivant ce que YouTube voudra mettre. Et vous, comment dire, comment je peux dire ça? Vous mettrez un commentaire là où vous voulez, un pouce en l'air ou en bas, peu importe. Et puis surtout activer la clochette. Enfin bon, voilà, je vais pas me répéter tout le temps, c'est pas la peine. Alors, Dagobert, il est né vers l'an 6... Pardon, Dagobert Ier, pardon, oui. Né vers 600, on l'a dit. On va pas, fils de Clotaire, on l'a vu aussi. On va pas se répéter, hein. Contexte historique. Alors, le règne de Dagobert se déroule environ 130 ans après celui de Clovis Ier, donc, et 120 ans avant l'avènement du carolingien Pépin le Bref. Voilà. Pourquoi cette remarque? On sent, vous voyez, la fibre religieuse de Wikipédia. Alors, je ne sais pas de quelle religion, enfin si, je devine. Mais bon, voilà, on sent le principe religieux abrahamique qui parle derrière tout ça, vous voyez. Il ne donne que des sources d'un religieux chrétien, évidemment. Hein. Et là, la remarque, les Carolingiens, bon, vous verrez comment ils ont pris le pouvoir, les Carolingiens, c'est vraiment lamentable. Enfin bon, Dagobert prend la succession de son père, Clotaire II, ce dernier a unifié les terres franques gauloises, avec répartie entre les petits-fils de Clovis. Dagobert règne donc sur un royaume unifié. Cependant, il doit compter avec la noblesse austrasienne, qui avait su monnayer son aide auprès de Clotaire II contre Brunehaut. Brunehaut qui est mort assassiné selon les sources de... comment il s'appelle? Je ne sais plus son nom. Un religieux. Un historien religieux, pardon. La dynastie mérovingienne de Clovis à Dagobert. Alors, le règne de Clovis, 481-511, ou moins 511 apparemment, a établi la domination des Francs. Bon, sur la plus grande partie de la Gaule. Ah, ben voilà, de la Gaule ex-romaine. Ex-romaine. Donc, c'est la Gaule gauloise, c'est tout. C'est la Gaule celtique encore. Même après les Romains. Voyez, mais voyez que finalement, où ils l'ont fait exprès ou pas, regardez cette phrase, elle est quand même pleine d'enseignements de ce que je vous dis, hein, chers amis. Je n'invente rien. D'ailleurs, je la garde cette phrase parce que c'est très important pour remettre les pendules à l'heure. C'est vous dire que la Gaule occupée par des rois francs n'était pas forcément le pays franc. Encore une fois, je le répète, le mot franc viendra qu'à partir, je crois, enfin on verra ça dans le cursus, hein, dans le parcours, je pense que c'est à partir des rois carolingiens. À quelle hauteur, je n'en sais rien, je pense que c'est Charlemagne et non Pépin le Bref, enfin je pense, hein, mais je crois que c'est à partir de Charlemagne ou peut-être de Pépin le Bref, peut-être. En tout cas, celui carolingien, c'est de là que le mot franc, donc, je dirais pas le nom, le pays des fromages ou de l'Hexagone, c'est comme ça que s'appellera le pays jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à maintenant. Alors, un nouveau mariage a lieu à la mort de celui-ci entre ses 4 fils. Décidément, l'un, Caribert, meurt en 567. Gontran, roi de Bourgogne, pardon, reste dans une certaine mesure à l'écart du conflit, commencé vers 570 entre les couples Sigebert, Brunehilde, Brunehaut, la tante, je crois, hein, royaume de Metz et Chilpéric, Frédégonde, royaume de Paris, Neustrie. Ah, Sigebert est assassiné en 575, Chilpéric en 584, il laisse un fils de quelques mois. Bon bref, on va passer. Le monde à l'époque de Dagobert. Alors, sous le règne de Dagobert, le royaume franc, gaulois, ils n'arrivent pas à le dire, hein. Sous le règne de Dagobert, le royaume franc, donc, l'ancienne Gaule, ah là 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 là, c'est toujours la Gaule, voyons, c'est pas l'ancienne Gaule, ainsi que des dépendances en Germanie, notamment la Bavière. Il est ici au contact de peuples encore païens. Eh bien sûr, les Frisons, les Saxons, les Alamans,
Alors les Allemands, c'est la future Allemagne, hein, voilà, faut le savoir. Hein. Voilà, vous voyez, regardez. Les Allemands ou Allemands en latin, oh, bon, on s'en fout du latin, puis Allemanie en allemand, allemanien ou almanem sont dans l'Antiquité bon, une confédération de nations germaniques, principalement suèves. D'accord, ça là-dessus on est d'accord. Établi d'abord sur l'Elbe, puis le long du Main, M-A-I-N. Bon, enfin bref, en Germanie. Donc les Avars, oui, c'est pas les Avars d'avarice. Hein. Enfin, c'est de là que vient le mot peut-être. Hein. Regardez, entre l'Italie et les Avars en Pannonie, actuelle Hongrie. Ah, les Avars, c'était donc des Hongrois à l'origine. Bonjour la Hongrie. Au nord, l'actuelle Angleterre est divisée entre différents royaumes anglo-saxons, Kent, Mercie, etc., dont certains sont encore païens. Oh. Oui, ben vous verrez, vous comprendrez l'histoire de Jeanne d'Arc après, quand on en parlera, si j'ai l'occasion. Je vous dirai qui était vraiment Jeanne d'Arc selon Oleg de Normandie, et ça je suis bien d'accord. Je pense que oui. Jeanne d'Arc n'était pas chrétienne. Alors, elle a été baptisée, bon ben ça oui, mais elle était avant tout une valkyrie, c'est-à-dire en fait, comment dire, une arrière-petite-fille, enfin arrière-petite-fille des Gaulois ou des Celtes, hein, donc elle a gardé elle-même cette monture, cette vivacité un petit peu des anciens. Et d'ailleurs, si elle montait à cheval, si elle s'est habillée en homme, c'est parce que c'était pas une femme chrétienne. N'oubliez pas qu'à l'époque de la chrétienté, l'habit d'homme n'était pas accepté, chers amis. C'était puni de mort. Alors c'est vrai que sous les Mérovingiens, les chrétiens, l'Église ne pouvait pas mettre à mort un sujet, il fallait qu'il demande au roi qui, lui, était partagé entre le baptême qu'il a peut-être eu parmi les Mérovingiens, mais qui gardait toujours cette couleur des odinistes, vous voyez. Ça, faut le savoir. Hein. C'est sous les Carolingiens où là, et justement, Jeanne d'Arc, c'est venu quand même au XIIIe siècle, hein, donc c'était bien où l'Église était triomphante dans le pays de l'Hexagone, dans le royaume ouais, de l'Hexagone. Hein. Vous comprenez? Non, si vous ne comprenez pas, on tâchera de s'expliquer un peu mieux la prochaine fois quand on parlera de Jeanne d'Arc. Dont est originaire la reine Brunhilde. Bon, ok, alors je reprends. Au sud-ouest, Espagne et aux mains des Wisigoths, royaume de Tolède, dont est originaire la reine Brunhilde. Oui, bon, ben, Brunhilde, c'est la légende que vous savez de Wagner, hein, mais c'est une vérité. Brunhilde était une vierge valkyrie qui appartient à la religion primordiale des Gaulois. Et d'avant les Gaulois, donc les Atlants. Alors parlez pas des Atlants à l'église, à des prêtres, des religieux, parce que là vous allez vous faire sortir dehors de l'endroit religieux où vous vous trouvez, hein, église ou autre, hein, parce qu'ils apprécient pas. Ah non, 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 ils reconnaissent pas l'Atlantide, ni les Atlants. L'église, ah non, non. Le Vatican, non, ne reconnaît pas. Ils reconnaissent à peine la Gaule, à peine. Mais en parlant de la Gaule, même pré-invasion romaine, il appelle la Gaule gallo-romaine. Oh, de qui se foutent, mais de qui se foutent-ils? Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, chers amis. Les mots ont leur importance dans tous les domaines, dans une discussion, pour s'expliquer en droit juridique, mais aussi en droit historique, ou tout simplement dans une conversation pour bien vous faire comprendre. Hein. Soyons clairs, l'Église n'a jamais admis la Gaule gallo-celtique ou gallo-viking. Hein. Elle a gallo-viking, non, les vikings c'est venu après, pardon, au 8e siècle. Mais la Gaule gallo-celtique ou gallo-gauloise, on va dire, hein, l'Église ne l'a jamais admise. Il parle toujours de l'Église gallo-romaine. Parce que la foi chrétienne, elle vient d'où? De l'Orient, du Moyen-Orient, non, enfin de l'Orient toujours, hein, de l'Orient, mais elle s'est établie véritablement où elle a pris son essor à Rome. Il y a eu un passage à je sais plus où là, où Pierre est passé, où il a mis son église sous sa direction, mais après
c'est à Rome que s'est établie la chrétienté, vous êtes d'accord? Et c'est pour ça que le Vatican a tout réformé à partir du IVe siècle, avec d'abord Jérôme, et puis dans les années suivantes, hein, jusqu'à l'Inquisition, hein, et au-delà de l'Inquisition, bien sûr, jusqu'à nous, là, ils ont réformé l'histoire. C'est pour ça qu'ils ne parlent jamais de Gaule, gauloise ou gallo-celtique. Jamais. Jamais. Ou alors du bout des lèvres, vous voyez, du bout des lèvres. Mais dans les ouvrages d'enseignement, vous voyez toujours, ou alors reprenez-moi, faites-moi un commentaire, chers amis. Vous qui êtes peut-être professeur, enseignant, dites-moi si je me trompe, hein. En fait, il appelle toujours la Gaule gallo-romaine, qu'elle soit avant l'invasion de César ou après. Alors pendant, n'en parlons pas, bien sûr, c'était la Gaule gallo-romaine, bien sûr, puisqu'elle était occupée par les Romains. Mais une fois que les Romains sont partis chasser de la Gaule est redevenue la Gaule. Alors non, ah non, 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 disent-ils, non, non, la Gaule est devenue gallo-franc, gallo-franc, enfin, gallo, par, comment dire, dirigé par les Francs, les Mérovingiens, vous voyez? C'est pour ça qu'ils nous reprennent l'histoire. Après l'invasion romaine, ils viennent tout de suite aux Mérovingiens. Vous voyez? Comprenez un petit peu, chers amis? C'est très important. Il y a eu la Gaule gallo-celtique, la langue. Alors peut-être que... Alors, c'est vrai que les Vikings parlaient le norrois. Le norrois est une langue viking, je crois. Alors, allez voir Oleg de Normandie, il explique mieux que moi ce passage, puisque lui, c'est plus un historien que moi. Moi, je ne suis même pas historien, d'ailleurs, au passage. Je fais ça en amateur, hein. Mais je le fais à partir des sources où j'ai été interrogé à gauche à droite, vous voyez, en faisant des recoupements, vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas pris ça comme ça. J'ai fait des comparaisons, voire même des critiques. Ah oui, j'avais critiqué à un moment donné certains contenus de la chaîne d'Oleg de Normandie, Pagan TV, mais en fait, j'avais peut-être pas tout à fait bien compris de quoi il parlait quand il parlait du Christ, de Jésus. Bon, là, sur la dernière vidéo, surtout l'avant-dernière vidéo, il en parle un peu mieux, il reprend ce qu'il avait dit au tout début sur Jésus, que Jésus n'était pas chrétien, il était païen, né dans une région qui était occupée par les Romains, mais non par les Juifs, je le rappelle, c'est la Galilée. La Galilée n'a jamais été occupée, enfin, si, maintenant, oui, la Galilée est israélienne, mais avant, sous l'époque de l'Antiquité romaine, les Israélites, les Juifs, les Hébreux, si vous voulez, c'est beaucoup plus noble, les Hébreux n'ont jamais occupé la Galilée, ni la Samarie. Alors, la Samarie était peut-être en Galilée, hein, je suppose, ni la Judée. Vous voyez? Sous l'époque de David, et après David, Salomon, etc. Enfin, Salomon, bon, a-t-il existé? Je ne sais pas. Bref, toujours est-il que les Hébreux n'ont jamais occupé la Galilée. Et Jésus, les parents de Jésus, Marie et Joseph, on les appelle comme ça, ils sont d'origine de Galilée. Donc ils ne peuvent pas être chrétiens. Bon, déjà, le christianisme n'existait pas. C'est venu qu'après... que les apôtres, enfin, oui, les apôtres de Jésus ont décidé de faire une religion, quoi. Oui, voyez. Et encore, c'est pas la religion authentique des apôtres, parce qu'il y a eu deux Bibles. Il y a eu la plus ancienne, la Bible que vous trouvez en Égypte, je crois, qu'on appelle tout simplement la Bible d'Égypte. Et puis vous avez la Bible, la Vulgate, à partir du IVe siècle, réformée par Jérôme, mais appuyé par le pape de l'époque, qui a même écarté ce que Jérôme avait écrit par endroits. Vous voyez, c'est vous dire qu'il a même demandé à Jérôme de supprimer ou de corriger certaines pages, notamment sur la vie de Jésus, avec, je ne sais pas, Marie-Madeleine peut-être, hein, enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a quelque chose qui cloche, quoi, carrément. Hein. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. C'est pour ça que quand on vous parle de Gaule gallo-romaine, moi je rigole. Mais au début j'y croyais parce que c'est ce qu'on m'a enseigné quand j'étais enfant.
et jeune adolescent, vous voyez, on m'apprenait que la Gaule, oui, bon, c'était des barbares, des sauvages, que les Romains sont venus les civiliser, qu'ils ont fait des belles constructions, ils ont apporté l'eau chaude, les piscines, enfin, etc. Pour les Romains, remarquez, hein, pas pour les Gaulois, bien sûr. Voyons. Et ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que les Romains étaient le premier et le plus grand empire esclavagiste. Même les Assyriens, qui étaient le plus grand empire, on va dire, de tous les temps. Hein, l'empire américain, à côté, c'est de la rigolade. C'est petit à côté. L'époque assyrienne, elle occupait une grande partie de l'Orient, hein, pratiquement. Presque tout l'Orient, d'ailleurs. Presque. Mais les Assyriens avec Nabucodonosor, alors là, je ne sais pas ce qu'il y a de vrai et de faux. En tout cas, il y a des artefacts. Oui, il existe des traces. Donc je pense qu'il y a du vrai, il y a du sens. Bon, je continue l'histoire, chers amis. On passe de la Gaule à la Gaule. Alors les Pépinides, oh, et Arnulfiens, qu'est-ce que c'est que ça? À l'époque de Dagobert. Alors les Pépinides, c'est ce qui vont donner naissance à Pépin le Bref, hein. Enfin à la famille, hein. Les Pépinides, attendez, Amulfides, c'est quoi? Décidément, les Amulfiens sont les membres d'un lignage de la noblesse franque d'Austrasie, issu agnatiquement d'Amulf, évêque de Metz, de 613 à 626. Ce lignage s'unit ensuite à celui des Pépinides, avec le mariage d'Anse-Gisèle et de Béga. Leur petit-fils Charles-Marie sera le père du premier roi carolingien, Pépin le Bref. Charles Martel plutôt, non? Non, c'est en... Ah, c'est compliqué, hein. Tiens, on va regarder ça peut-être. Je vais approfondir ça plus tard. J'ai beaucoup de choses à approfondir, je n'arrive pas. Alors, les Pépinides et Amulfides, donc, ancêtres des Carolingiens, constituent dès cette époque deux familles importantes en Austrasie. Parmi eux, on doit citer le maire du palais Pépin de Landenne. Tiens, c'est pas lui, Pépin le Bref d'ailleurs. Pépin de Landenne. Pépin de Landenne ou Pépin l'Ancien est un maire du palais d'Austrasie. Non, c'est pas lui alors. Et Saint-Arnoul, c'est ça? De Metz, Arnulf, oui. Bon, Arnulf, dit Saint-Arnoul est le 29e évêque de Metz. Oui, mais c'est important, remarquez. Arnulf n'était pas chrétien non plus. Enfin bon, ils l'ont fait chrétien, bon, pourquoi pas, hein. Dès leur alliance et du mariage de leurs enfants, naîtra la famille carolingienne. Ils possédèrent de très nombreux domaines, en particulier dans la vallée de la Meuse, Erzal, Jupille, etc. Erzal, ça fait allemand, ça. Après Dagobert, les maires du palais d'Austrasie et de Neustrie ou de Bourgogne jouent un rôle croissant au détriment des rois de la famille mérovingienne. Oui. Oui, les Carolingiens vont s'unir et puis ils finiront par être majoritaires, enfin plus puissants et bon, bref. Alors voilà les sources. Là, on en est aux sources. On va pas trop les chroniques d'accord. Formation. Dagobert est le fils de Clotaire. Bon, on l'a dit. Roi d'Austrasie. Voilà, chers amis, nous arrivons bientôt à la fin. Pardonnez-moi d'être un petit peu court. C'est quoi ça? Ah, c'est joli. La fleur de lys, il me semble, chers amis, ça ne vient pas des Carolingiens. C'est étonnant qu'on voit des armes, des blasons. C'est quoi? C'est un tableau ou un tapis peut-être, enfin bon, étonnant. Roi des Francs, d'accord. Comme je vous l'ai dit, roi des Francs, bon, la division du royaume des Francs en 626. Bon, je balade un peu ma caméra. Pardonnez-moi si parfois ce n'est pas pour vous très clair de pouvoir suivre la lecture. Je suis navré, chers amis, hein, que voulez-vous que je vous dise, hein, voilà.
Bon, on ne sait pas comment il est mort. Héritage, alors déjà. Vasconin, de Clichy. Oui, il y a des côtés intéressants là. La délégation bretonne, tiens, se rend au monastère de Bretonne. Les Bretons n'étaient pas chrétiens à cette époque. Oh là là là. Vous voyez, il y a une réécriture de l'histoire, moi ça me sidère. Enfin bon, tombeau. Avant de mourir, le roi d'Agobert a choisi d'être enterré non à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, comme ses prédécesseurs depuis